Microsoft a publié son rapport concernant le premier trimestre pour l'année fiscale 2023 ce 25 octobre. Et si tu regardes la charte, tu peux voir une chute de presque 8% dès ce moment précis. On va donc voir pourquoi en analysant tout ça. Salut tout le monde, c'est Samy, et aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on va parler de Microsoft et de ses récents résultats. Et à la fin, je te donnerai mon avis pour savoir si tu dois acheter, vendre ou bien ne rien faire concernant cette action. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant et en cliquant sur la cloche pour rester à jour sur mes nouvelles vidéos. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir, je te remercie beaucoup. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Ici, on peut donc voir que Microsoft a battu sa top et bottom line. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous entendez ça, cela veut simplement dire que la société a battu les estimations concernant les revenus qui correspondent à la première ligne du compte de résultat. Mais Microsoft a aussi battu sa bottom line, qui concerne donc la dernière ligne du compte de résultat et qui est l'EPS. En effet, Microsoft a donc réalisé un revenu à hauteur de 50,12 milliards de dollars comparé à une estimation des analystes de 49,61 milliards de dollars. En ce qui concerne l'EPS, Microsoft a réalisé un EPS de 2,35$ par rapport à un 2,30$ estimé par les analystes. Donc a priori, tout semble aller dans le bon sens pour Microsoft. Mais alors pourquoi cette chute? Eh bien, si on regarde l'ensemble de l'article, on comprend en réalité que le stock a perdu de sa valeur car certaines estimations des analystes n'ont pas été battues. Et c'est ce qu'on peut voir ici, car a priori, la croissance des revenus liés à Azure, donc leur segment cloud, n'a pas augmenté comme les analystes l'auraient espéré. Azure s'est vu croître de 35%, inférieur au trimestre dernier, qui avait déjà réalisé une croissance de 40%, et surtout légèrement inférieur aux 36,4% et 36,9% des estimations des analystes. Mais avant de se faire un avis définitif, on va regarder plus en profondeur tout ça en allant directement sur le rapport publié par Microsoft. Donc de manière générale, tu peux voir que tous les business de Microsoft ont augmenté. Leur premier segment est en croissance de 9%. Et si on fait attention, on se rend compte que ces 9% font référence au contexte macroéconomique actuel, avec un taux de change très volatile et qui pénalise ces grandes sociétés américaines, car beaucoup de leurs revenus se font à l'international. Et donc, si tu regardes bien, au final, sans prendre en compte ce taux de change, cet événement macroéconomique, on passe d'une croissance de 9% à une croissance de 15%, donc une croissance à deux chiffres. Idem pour le segment cloud, en passant d'une croissance de 20% à une croissance de 26%. Et puis, pour le troisième segment, on constate une décroissance à cause du taux de change, alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément le cas si on ne prend pas en compte cette variation du taux de change avec une croissance du coup de 3%. Et c'est l'un des problèmes majeurs pour la plupart des sociétés comme celle-ci, puisqu'on peut voir ce cas aussi chez Google, mais aussi chez Netflix, qui voient donc leur taux d'évolution diminuer à cause des revenus qui proviennent des monnaies étrangères, donc des revenus qui proviennent à l'international. Puis le dernier point à souligner ici, ce sont donc les buybacks de Microsoft, ainsi que leurs dividendes. En effet, Microsoft continue à faire des buybacks, c'est-à-dire que la société continue à racheter les actions émises sur le marché qui permet d'accroître la valeur de chaque action pour ses actionnaires et donc l'appréciation en capital, mais aussi de distribuer des dividendes tout en les augmentant année après année, comme on peut le voir ici. Donc il s'agit de la courbe des dividendes distribués par Microsoft sur les 20 dernières années. Et comme tu peux voir, cette courbe ne cesse d'augmenter. C'est donc extrêmement important pour les investisseurs car beaucoup de sociétés ne sont pas capables de faire les deux. L'autre point que j'aimerais souligner, il se trouve un petit peu plus bas et c'est donc Azure, ici. Comme on l'a vu, les revenus n'ont pas augmenté comme les analystes l'espéraient. Et pourtant, on constate tout de même une croissance, encore une fois, à deux chiffres, de 35% et surtout de 42% si on ne prend pas en compte l'effet de volatilité de monnaie étrangère. Donc, est-ce que vraiment on peut considérer une croissance de 42% comme moyenne? Personnellement, je ne pense pas. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment à s'en faire, d'autant plus que si l'on regarde Google et Amazon, ces derniers n'ont pas forcément fait mieux. Par exemple, si on regarde Amazon, on se rend compte que AWS, donc le service cloud d'Amazon, a augmenté de 27% d'une année à l'autre sur ce troisième trimestre. Et puis si on ne prend pas en compte cet événement macroéconomique, on voit donc une croissance de 28% comparée aux 42% réalisés par Microsoft. On va donc maintenant regarder les fondamentaux chez Microsoft. Donc déjà, sur les revenus, on peut voir une belle charte avec une croissance constante des revenus. Puis si on regarde de manière trimestrielle, et puis on se rend compte qu'en fait, le troisième trimestre est toujours un petit peu en deçà du deuxième trimestre. Par exemple, ici, le troisième trimestre de cette année est légèrement en dessous du trimestre précédent. Puis pour l'année précédente, le troisième trimestre est encore une fois en dessous du trimestre précédent. Et puis pour les résultats qui datent d'il y a 2 ans, en 2020, on se rend compte encore une fois que le troisième trimestre est en dessous du deuxième trimestre. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Ensuite, si on regarde la marge dégagée par Microsoft, on voit une marge qui ne cesse d'augmenter aussi. Pour la marge brute, eh bien, on peut voir la courbe qui passe de 65% en 2017 à 68% en 2022. Pareil pour la marge brute d'exploitation, on passe de 30% en 2017 à 40%
presque 42% ce dernier trimestre en 2022. Et puis si on regarde la marge nette, on se rend compte qu'il y a une marge de 26,62% en 2017. Et puis cette année, on est à 34,37%. Donc de manière générale, Microsoft continue à augmenter ses marges et c'est un point extrêmement positif puisque cela veut dire non seulement qu'ils arrivent à diminuer leurs coûts, mais aussi qu'ils arrivent à augmenter leurs prix. Et c'est là l'une des forces majeures de Microsoft et de son branding, c'est son pouvoir de décision sur les prix. Microsoft est une société tellement puissante qu'elle peut se permettre d'augmenter les prix, même en cas d'inflation comme ces dernières années, qui lui permet de rester totalement compétitive. Autre point important que j'aimerais te montrer, c'est le cash à disposition de Microsoft. Comme tu peux voir ici, Microsoft, pour ce dernier trimestre, a 107 milliards de dollars de cash à sa disposition, ce qui est énorme. Mais ce qui est encore plus impressionnant, comme tu peux le voir ici, c'est que si tu compares son cash à ses dettes à long terme, tu remarques alors qu'elle a seulement 45 milliards de dettes à long terme pour ses 107 milliards de dollars à sa disposition, ce qui montre donc l'efficacité de la gestion financière d'une part de la société et surtout de sa bonne santé financière d'autre part. Microsoft, contrairement à de nombreuses autres sociétés, est saine. Tu remarques surtout sur ce graphe que Microsoft fait bien attention à ses endettements puisqu'elle fait l'effort de réduire ses dettes. Comme tu peux le voir en 2017, elle était à 76 milliards de dettes. Aujourd'hui, sur sa dernière publication par rapport à ses résultats, tu remarques que sur ce dernier trimestre, elle n'est plus qu'à 45 milliards de dollars de dettes. Et puis surtout, tu peux le constater grâce au debt to equity ratio qui depuis 5 ans ne cesse de diminuer, avec un ratio inférieur à 1 et qui témoigne encore une fois de la bonne gestion de la société. C'est donc clairement le genre d'action que tu souhaites avoir dans ton portefeuille boursier. Dernier point, certainement le plus important pour toutes les sociétés, c'est leur capacité à générer du cash flow. C'est l'argent qu'il reste à la société après avoir éliminé toutes ses dépenses. Et pour savoir pourquoi c'est un élément important à prendre en compte lorsque tu souhaites investir, je te laisse rapidement avec un extrait de Bill Ackman, fondateur et CEO du fonds d'investissement Pershing Square Capital Management, et qui donne son avis sur le cash flow. Je te conseille de l'écouter très attentivement. We look for very high quality businesses, what we describe as simple, predictable, free cash flow generative, dominant businesses, a business that Warren Buffett would describe as having a moat around it, right? If you believe that the value of anything financial is the present value of the cash you can take out of it over its life, well, you need to know how much cash it's going to generate over its life. So business quality to us is the single most important criterion for determining what's interesting. Because if we can't predict the cash flows, we don't know what it's worth. If we don't know what it's worth, we can't invest. Le cash flow est donc un élément primordial à analyser, mais nous on va analyser le free cash flow. C'est un indicateur encore plus réel qui te permet de déterminer la trésorerie disponible pour l'entreprise. Si tu regardes ce graphique, tu vois que Microsoft génère un cash flow positif et surtout qu'elle arrive à le croître au cours des années. Effectivement, si tu regardes par exemple dès 2018, tu vois que Microsoft a réalisé un cash flow de 32 milliards de dollars, puis 38 milliards en 2019, 45 en 2020, 56 en 2021, et puis 65 milliards de dollars de free cash flow en 2022. C'est donc un excellent point positif. Et puis connaissant Microsoft, cela devrait continuer pour les années à venir. Donc pour finir, je vais te récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc déjà, tout semble aller dans le bon sens pour Microsoft selon moi, puisque d'une part, comme on l'a vu, tous les business sont en croissance, et pour la plupart une croissance à 2 chiffres. Le second point qu'on a vu, c'est le fait que sa croissance ne soit pas comme les analystes l'espéraient. Mais on a vu que cette croissance a surtout été impactée par la volatilité des monnaies étrangères qui ont fait diminuer leurs revenus sur le papier. Mais cela n'a rien à voir avec la demande autour de Microsoft. Leur business cloud avec Azure n'est pas non plus un problème, puisque l'on a pu voir une croissance de 35% et de 42% sans prendre en compte ce contexte macro. Et surtout, une croissance supérieure à Google et Amazon, ses concurrents. Enfin, Microsoft continue de réaliser des buybacks qui permettent de donner plus de valeur à ses actionnaires et d'apprécier leur capital, et notamment verse des dividendes qui ne cessent d'augmenter année après année. Selon moi, ce rapport ne justifie pas une telle chute de l'action. C'est le bon moment pour consolider sa position et puis pour les nouveaux de l'acheter pour la première fois.